au Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Soleika. Bonjour. Ça va bien? Mais oui, ça va très bien, toi? Très bien aussi. C'est très comique de te voir avec le micro sur le menton. Aujourd'hui, on va parler du jugement qui est sorti de la Cour du Québec qui donne, dans le fond, qui valide le processus de DocuSign spécifiquement. Fait que je vais te laisser parler de ça parce que c'est intéressant à plusieurs axes que cette décision-là soit là à ce moment-ci et tout ce que ça comporte. Puis bon, on va partir à partir de ça. Ben oui, avec plaisir. Donc c'est ça, c'est une décision toute récente, toute fraîche de 2022. Et essentiellement, les faits en litige, c'était un homme qui s'appelle Monsieur Dufour qui, lui, souhaitait se défaire d'un contrat de cautionnement qu'il avait signé pour son entreprise. Donc... Ça commence avec une histoire assez banale. Là. Effectivement, sauf que les choses s'écorcent lorsque Monsieur Dufour tente justement, après que sa compagnie ait cessé ses activités, de se défaire du dit contrat de cautionnement. Donc, un contrat de cautionnement, c'est lorsqu'on s'oblige personnellement à assumer les obligations d'une tierce partie en cas de défaut de paiement, par exemple. Et donc, les créanciers qui bénéficiaient de ces contrats de cautionnement sont venus chercher M. Dufour et M. Dufour de dire « Non, mais monsieur le juge, c'est pas moi qui ai signé les documents. » Et la Cour du Québec a dit « Ben non, moi je pense que, désolé M. Dufour, mais vous avez signé ces documents parce que vous les avez signés à l'aide de DocuSign. Et pour nous, DocuSign, c'est un procédé qui est capable de faire la preuve de cette signature-là de manière fiable et c'est un processus qui permet d'assurer l'intégrité des documents. » De prouver que c'est minimalement la personne qui était en arrière, parce que du moins ça vient le lier légalement au geste qui est posé, puis le geste est donc reconnu par la Cour en ce sens-là. C'est intéressant, mais en même temps, c'est pas nécessairement le premier jugement de cette nature-là qui sort, puis c'est un peu drôle justement qu'on en parle autant que ça maintenant, quand que c'est pas le premier du lot qui teste ces éléments-là. Ben non, absolument pas. Et tu as tout à fait raison. On en parlait juste un petit peu il y a quelques secondes avant. Mais non, c'est depuis les années 2000, on a des décisions qui reconnaissent la validité de signatures qui ne sont pas à l'encre sur papier. Il n'y a pas juste des décisions, il y a aussi la loi sur les technologies de l'information au Québec qui elle-même réfère au Code civil. Donc, toute cette gymnastique juridique-là pour dire que nos lois elles-mêmes permettent de signer avec un processus de signature dès lors qu'on remplit certains critères. Et ensuite, parce que le marché s'est développé, parce qu'il y a beaucoup plus de potentialités offertes par la technologie, on s'est retrouvé avec beaucoup de processus, beaucoup de solutions technologiques pour signer. Mais ça fait très longtemps. En fait, la loi sur les technologies a été adoptée en 2001. Donc, ça ne date pas d'hier. Oui, c'est pas récent. Puis en plus, elle est, à mon sens, mal connue par le grand public. Puis probablement les gens, même dans les entreprises, puisque les effets que ça a sont quand même importants parce qu'elle définit qu'est-ce qu'un document numérique et sa valeur donc légale. Et ça, le fait que ça maintient sa valeur légale est très important. Dans le cas d'une signature, ben, ça vient juste comme faire la suite logique de ce qu'on faisait avant, qu'on signait sur du papier, mais maintenant, on sait qu'on signe sur ces éléments-là. C'est drôle parce que ça a parti dans ça. Là. Dans le cas, ce qui est plaisant, c'est que là, DocuSign est maintenant un procédé qui est reconnu par la Cour, donc il n'y aura plus de tentatives, j'ai l'impression, ou en tout cas, il va y avoir, les gens sont très imaginatifs pour trouver pour se chicaner. C'est vrai. Mais c'est important ce que tu dis parce que, en fait, cette loi-là, elle énonce les critères de validité d'une signature. Puis je pense que c'est important de s'y attarder, notamment pour nos auditeurs, pour savoir est-ce que moi, les procédés que j'utilise, que ce soit dans mon entreprise ou moi-même à titre personnel, comme M. Dufour, qui signait son contrat de cautionnement à titre personnel, est-ce que ces procédés-là sont, d'une part, valides juridiquement et d'autre part, est-ce que c'est le bon procédé d'affaires pour moi? Est-ce que c'est le procédé le plus fiable? Est-ce que c'est le procédé le plus approprié dans les circonstances? Et ce que notre loi au Québec vient nous dire, c'est qu'un procédé est valide lorsqu'il remplit deux fonctions ou deux critères. Le premier, c'est qu'il faut que le procédé, il peut avoir 1, 2, 3, 4, 8 étapes si on veut. Il faut qu'à travers toutes ces étapes-là, il soit capable d'identifier le signataire et de manifester son consentement. Donc, ben là, par exemple, si on a DocuSign, on le sait, c'est lié à notre adresse courriel, donc il y a une certaine forme d'authentification, donc d'identification. Et il y a une certaine manifestation du consentement parce que quand
pour ceux qui sont plus familiers avec DocuSign, on coche des choses, on clique. On clique souvent dans DocuSign pour l'avoir fait à plusieurs reprises, mais oui. Puis dans ce jugement-là, c'était à 11 fois plus exactement. Donc, c'est pour ça, le threshold, le seuil de validité en droit québécois est très faible. Pour te donner des exemples de décisions qu'on a vues par le passé, par exemple, des signatures numérisées carrément, là, ça a été reconnu comme étant valide. Également, on a vu des signatures tactiles. Donc, le plus classique, c'est la tablette. Je signe avec mon petit gadget. Ou avec ton pouce, puis tu essaies de faire l'index, puis tu essaies de faire quelque chose qui a du sens. Mais oui, là, ceux qui se font livrer à la maison, ben, on a justement, avec notre index, essayé de taponner un... Oui, ça, c'est un très bon exemple là, avec les colis qui sont à la maison. Mais ça, c'est une signature qui est valide. Elle permet de t'identifier de la même manière que sur papier, on signait, on mettait un gribouillis pour certaines personnes. Là, pour ceux qui essayaient comme moi de copier la signature de leurs parents. Mais effectivement, ça peut être la même chose sur support numérique. C'est pas parce qu'on est tout d'un coup sur support numérique que les règles changent. Et il y a aussi, n'oublions pas, le fameux procédé de signature numérique qui, lui, est beaucoup plus complexe, beaucoup plus sécuritaire également et qui implique des coûts, un degré de complexité supérieur. Et que DocuSign offre également parce qu'on dans la décision, on ne sait pas c'est quoi la solution qui a été utilisée par M. Dufour, tandis que DocuSign offre une signature électronique. Oui, ben c'est ça. Puis c'est le fardeau aussi de la preuve puis de la démonstration. Tu mentionnais 11 fois qui a été un geste positif qui a été posé pour confirmer. Donc là, après 11, là, on a s'il n'était pas que ça de ce qu'il faisait, là, on a un problème. Là, puis qu'ils se sont énormément appuyés sur le processus. Puis c'est ça aussi que les gens ne comprennent pas parce que dans le cas de ce que je peux voir, c'est qu'ils vont aller vraiment tout avec la grosse signature numérique, avec les certificats comme l'ICPG au gouvernement utilisé ou Notarius chez les notaires, entre autres, vont s'appuyer là-dessus, mais c'est beaucoup plus robuste, mais c'est pas pour la même fonction, puis c'est pas dans la fonction du quotidien qu'on va utiliser ce genre de signature-là. Parce que ça n'a pas la même nécessité de validité. Là. Ce que moi, je dis souvent, c'est un choix de signature. C'est comme un choix de prestataire de services TI ou de cloud. C'est une gestion de risque. Donc, c'est pas seulement une décision juridique, mais il faut savoir qu'il y a des critères juridiques qui existent dans nos lois et qu'il faut impliquer le juridique. Mais évidemment qu'on ne sortira pas ceinture et bretelles avec une signature numérique si c'est pour signer une entente avec notre enfant pour... non, mais je dis n'importe quoi, mais on s'entend qu'il faut que le procédé et le degré de fiabilité adapté aux circonstances en fonction des besoins d'affaires, des besoins juridiques, des besoins financiers, des besoins technologiques. On peut avoir un procédé de signature qui est juste simplement pas compatible avec un environnement technologique donné. Donc, c'est tous ces critères-là, toutes ces circonstances-là, même des fois les habitudes entre les parties, parce que les contrats, il en faut 2 des signatures, c'est pas juste une signature. En général. Donc, des fois, il y a des liens de confiance qui se créent. Donc, on est capable de justement reposer sur un procédé qui est un petit peu moins fiable. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Effectivement, puis là, tu ramènes beaucoup sur le processus plus que le moyen lui-même qui est utilisé. Fait que c'est vraiment ça qui a été validé par la Cour et c'est ça qui est important. Puis c'est ça où le poids du processus va avoir beaucoup plus de préséance sur la technologie de signature elle-même, là, à l'exception des certificats, là, mais... Ben oui, puis en même temps, on peut très bien décider de développer un processus qui serait, par exemple, utilisateur mot de passe plus un clic, qui s'apparente beaucoup à la signature électronique de DocuSign, et décider de lui ajouter des mesures de sécurité supplémentaires. Puis c'est à ça que je référais au début quand je disais qu'il peut y avoir 1, 2, 3, 8 étapes si on veut. C'est qu'on va ajouter le nombre d'étapes qu'on veut pour arriver à un procédé qui est approprié à nos circonstances, à nous. Et la loi sur les technologies au Québec prévoit aussi ces éventualités-là parce que elle prévoit les critères de validité, mais elle prévoit aussi les critères d'opposabilité d'une signature. Une signature, ben effectivement, elle peut être valide. Ça peut même être un critère de validité de certains documents. On a parlé des notaires. Les testaments, il faut qu'ils soient signés par un notaire. C'est un critère de validité, c'est un critère de forme d'un document. Mais ça peut aussi être dans un contrat où, à ce moment-là, il faut qu'on soit capable d'attacher au document les effets juridiques
qu'on veut rattacher à une personne et c'est ce qu'on appelle l'opposabilité en droit. Et comment est-ce qu'on fait ça? Il faut être capable de prouver que la signature émane bien de cette personne et que, il ne faut pas l'oublier, le document qui a été signé n'a pas été modifié. Parce qu'on parlait des documents numériques, ces documents qui sont très commodes, très pratiques, mais c'est des documents qui sont très faciles de modifier. Si on prend Photoshop, par exemple, beaucoup plus facile de modifier un document à l'aide de logiciels comme ces derniers. Alors que si on prenait une photo sur un support analogique comme le papier ou peu importe, il faut être doté d'une expertise inhérente pour être capable de modifier ces documents-là. Donc, bref, tout ça pour dire qu'il y a le procédé de signature en lui-même, mais on peut aussi s'allier de toutes sortes d'autres solutions pour rendre la technologie un petit peu plus sécuritaire pour ceux qui seraient plus frileux. Oui, de toute façon, là, c'est ça, on mélange aussi la sécurité puis le volet légal, parce que dans ce cas-ci, c'est vraiment les lois qui encadrent. Ce mélange-là, des fois, est malheureux parce que les gens en technologie ne comprennent rien du volet légal puis disent juste des âneries. Fait que ça, il faut faire très attention. Puis c'est important justement de parler avec un avocat pour ce genre de choses-là. Puis la loi, elle a quand même 21 ans. Là. Elle n'est pas jeune, là, cette loi-là. Donc, puis elle existe, puis elle est mal connue. Puis justement, tu mentionnais qu'il y a beaucoup de mauvaise compréhension aussi qui est associée face à tout ça. Oui. Puis c'est une loi qui selon moi, bien humblement, devrait être un petit peu remise à l'heure du jour. Je pense que elle cadre moins bien que, disons, les autres lois. Puis c'est sans doute pour ça qu'on en parle beaucoup moins, mais... Oui, sûrement. Puis de toute façon, là, avec la réforme avec la PS 64, ben justement, c'est une belle... Parce que là, lui, cette loi-là a modifié beaucoup d'éléments. Donc, c'est ça, justement, de peut-être donner un petit coup à cette loi-là aussi pour la ramener dans le 21e siècle. Voilà, plus où on est rendu dans le 21e siècle. Ah oui, à l'époque, en 2001, c'est une loi précurseur. Là. Tout le monde en parlait comme si c'était un énergumène juridique, alors que aujourd'hui, c'est un petit peu comme cette loi-là. Ouais, t'en connais-tu? Ouais, moi aussi. Ouais. Oui, mais elle a quand même une portée très intéressante et très pertinente, là, parce que justement, tout le fait de propriété des fichiers, des éléments comme ça, ou des documents numériques, comment ça se définit. C'est très important, puis elle a des impacts très importants qui, généralement, chez les technologues, ne sont pas maîtrisés. En tout cas, de ce que je vois dans mon quotidien, on a un chemin à faire encore. Là. 100%. Puis d'ailleurs, à ce sujet-là, si on est des auditeurs qui sont un petit peu plus friands de signatures numériques, CPG, etc., avis aux intéressés, il y a une dizaine d'articles dans cette loi-là qui traitent d'exigences juridiques pour les mécanismes, autant de certification que de répertoire, que même pour l'utilisateur en lui-même, il y a des obligations de ne pas donner sa clé privée, des obligations de rapporter un vol, même des obligations quant à la responsabilité des parties. Donc, toutes sortes de choses comme ça qui devraient être connues, mais qui, au final, ne le sont peut-être pas. C'est des éléments qui sont fondateurs. C'est ça, c'est la loi. Pour ça, elle est très... Puis il y a tellement peu de gens qui, justement, sont capables de relayer à ce niveau de connaissance-là qui devrait être dans notre quotidien. On est dans le numérique tous les jours maintenant, puis malheureusement, c'est pas mieux maîtrisé. Non. As-tu d'autres choses sur le sujet que tu aimerais aborder, justement, qu'on n'a pas couvert ou ça fait déjà un bon tour d'horizon de la signature numérique et DocuSign? Écoute, moi, je pense que c'est un excellent départ. Et puis, je te remercie pour l'invitation. Ça fait plaisir. C'est initié justement d'un repartage que tu as fait sur LinkedIn, justement de partager ces informations-là au plus grand nombre possible parce que c'est très important. C'est méconnu, puis je pense qu'on va sûrement en reparler davantage dans d'autres épisodes. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.